Alors, dans la deuxième partie, le sujet, c'est la perception vibratoire. Pour faire suite au fait que vous dites qu'on ne peut pas être intelligent seul, comment il est possible de percevoir l'esprit de l'autre, donc par conséquent son intelligence, ou de percevoir la dynamique de l'intelligence? Vous disiez que l'esprit était en soi comme une force descendante et puis que ça remontait à travers l'autre. Le principe qui fait qu'on peut percevoir dans l'autre je dirais, une circulation finalement de cette énergie-là, quel est-il? Quel est l'aspect qui fait que on peut vibrer à l'unisson avec un autre individu et le percevoir? Est-ce que c'est le fait que l'individu ne réfléchit pas à ce qu'on dit? Est-ce que c'est le fait que vous parliez tout à l'heure de mise en échec par l'autre d'une dynamique que l'on vit quand on capte ou quand on reçoit l'esprit ou on est mis en vibration mentalement par l'esprit et que l'autre est capable de mettre en échec? Est-ce que c'est le fait de sentir chez l'autre un besoin de nous conserver ou de nous mettre en situation de contenance qui fait qu'on peut sentir que l'autre est vraiment vibratoirement ajusté à nous? L'autre personne, une personne qui est intelligente, puis qui est en communication avec une personne qui est intelligente, va réaliser que l'autre personne, cette personne-là avec laquelle il est en relation d'échange, a la capacité de mettre son intelligence en échec. Quand je dis qu'on met la personne B, par exemple, va mettre la personne A en échec, c'est pas que la personne A va mettre la personne B va mettre la personne A en échec par attitude. Ouais. Elle va le mettre en échec dans ce sens qu'elle va lui faire voir des aspects, des aspects du problème ou des aspects de la situation que la personne A ne voit pas. Puis son rôle, le rôle intelligent de l'autre personne, c'est justement de créer ces reflets-là que l'autre personne ne voit pas. Parce que les deux personnes ont des rythmes différents. Là, j'assis la problématique sur le couple. Parce que c'est plus fondamental. Le couple. Ça peut être un homme, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une autre personne. Bon. J'assis ce problème-là sur le couple. Pourquoi? Parce que dans un couple, techniquement, vous avez deux êtres qui sont psychiquement très différents. Une femme, c'est très différent d'un homme. Et l'homme est très différent de la femme. Et l'être inconscient, femme ou homme inconscient, connaît très, très peu l'autre. Un homme, ça ne connaît pas une femme, psychiquement parlant. Une femme, ça ne connaît pas un homme, psychiquement parlant, parce que les deux sont restreints à des expériences psychologiques qui sont directement reliées à leur armature psychosexuelle. Par contre, quand deux êtres sont intelligents, et qu'ils ne se confrontent pas en fonction de leur armature psychosexuelle, qu'ils se rencontrent dans leur perception psychique mutuelle. À ce moment-là, vous avez un homme et une femme qui bénéficient de l'étrange perception de l'autre. Un homme, ça a une perception du monde qui est totalement différente de la femme. L'homme, c'est un constructeur, c'est un conquérant, c'est un chasseur, c'est un être qui va vers l'avant. La femme, c'est un être qui perçoit, qui sent, elle est sensible. Elle vit beaucoup son énergie par l'intérieur. L'homme vit beaucoup son énergie par son affrontement dans le monde. Et l'intérieur et l'extérieur de cette relation doit se rencontrer. Si l'homme vit son intelligence simplement dans le mouvement d'affront, de confrontation avec le monde, il perd contact avec une dimension psychique du réel que la femme, en tant que partenaire psychique, peut lui apporter. Et vice-versa.
quand je dis qu'un devient un mécanisme de confrontation de l'autre, je veux dire qu'un va montrer à l'autre des aspects que lui, à cause de sa dominance, soit que ce soit un homme qui vit son intelligence par rapport au monde, ou la femme qui vit son intelligence beaucoup par rapport à son intérieur, sa sensibilité, un va devenir une confrontation pour l'autre dans le sens de dire, bon, ben, regarde ça comme ça. Regarde ça comme ça. Alors, c'est plus une confrontation psychologique, c'est simplement la confrontation de deux êtres qui sont diamétralement opposés psychiquement, qui sont construits différemment. Et dans l'expérience humaine sur la Terre, un devient le bénéfice de l'autre. Le problème aujourd'hui, c'est que, et ça c'est le problème de l'involution, la femme a été mise de côté pour toutes sortes de raisons. Mais la femme n'exerce pas sur la Terre le rôle fondamental qui lui est dévolu. On respecte beaucoup la femme au niveau des mythologies, on respecte beaucoup la femme sur le plan symbolique de sa valeur, de la mère, de la procréation, mais on ne respecte pas la femme en tant qu'être intelligent, en tant qu'être qui a une fonction psychique créatrice. Donc, à cause de sa stature diminutive, sa sensibilité, elle a été mise pendant l'évolution de côté. Aujourd'hui, au 20e siècle, elle a commencé à prendre des moyens pour se redonner une stature. Mais ça, c'est une stature purement psychologique, le féminisme, puis le carriérisme, puis tout ça. Mais la femme demeure toujours une femme, qu'elle ait une carrière, ou quoi que ce soit. Puis, l'homme doit prendre conscience des reflets subtils qui font partie de sa conscience à elle pour nourrir son intelligence, pour rendre son intelligence plus subtile, pour rendre son intelligence plus complète. Celle de l'homme, là. Celle de l'homme. Puis, dans une même mesure, la femme peut se nourrir de l'intelligence de l'homme pour rendre la sienne plus complète. Mais il faut que les deux êtres, pour ça, il faut que les deux êtres se respectent intégralement. Et se respecter intégralement, ça veut dire s'aimer mentalement. Autrement dit, l'homme il aime l'intelligence de sa femme. La femme, elle aime l'intelligence de l'homme. Et ça demande un certain niveau de lucidité, ça demande un certain niveau de conscience qui fait en sorte que l'intelligence, au lieu d'être vécue simplement au niveau des personnalités mâles ou femelles, l'intelligence, elle est vécue sur le plan mental, c'est-à-dire sur le plan de l'esprit, où la communication ultimement créatrice se situe. Et ça demande une absence entre les deux partenaires ou les deux êtres. Ça demande une absence de confrontation, une absence d'interprétation de l'autre? Non, il y a un terme anglais de upmanship. On veut toujours avoir l'ascendance sur l'autre. Bon, ça demande une absence de ceci pour que un et l'autre puissent réellement bénéficier de la spécialité de l'autre. L'intelligence d'une femme, c'est très spécial. L'intelligence de l'homme, c'est très spécial. Mais l'homme, pendant très très longtemps, a véhiculé son intelligence, s'est servi de son intelligence pour se donner sur la Terre le rôle principal au niveau évolutif, au niveau construction, au niveau émancipation, au niveau structurel. Puis la femme, elle a vécu son intelligence en retrait, en fonction de la famille, et ainsi de suite, mais c'est pas suffisant, parce que la femme n'est pas simplement un être qui est fait pour donner des enfants, comme l'homme n'est pas simplement un être pour nourrir la femme sur le plan sexuel. La femme est un être en soi, intelligent, créatif, qui est capable d'apporter à l'homme des reflets, c'est-à-dire des composantes créatrices par rapport à un problème que lui, l'homme, ne voit pas, parce que ça fait pas partie de son rythme. La femme est plus calme, psychiquement parlant. L'homme est plus nerveux, psychiquement parlant. Donc, si l'homme et la femme, je parle de l'être conscient, l'homme et la femme, un et l'autre apprend à reconnaître, parce qu'il faut la reconnaître, cette intelligence-là. Puis c'est pas facile de la reconnaître parce que
en tant qu'être, on fonctionne par rapport à des opinions. Donc, on fonctionne par rapport à des mémoires, on fonctionne par rapport à des passés, on fonctionne par rapport à des mœurs. Vous pouvez pas demander à un homme sémite d'avoir le même respect de la femme qu'un Français, par exemple. Parce que les mœurs interfèrent. Par contre, il y a une évolution nécessaire chez tous les peuples. Il y a un besoin chez tous les peuples d'en arriver à un consensus créatif en ce qui concerne la fonction psychique des deux partenaires dans un couple. Puis quand l'homme et la femme vont arriver à cet état de choses ou cet état d'esprit-là, les êtres vont s'apercevoir que dans une relation ultimement psychosexuelle, il se crée une fondation totalement psychique qui dépasse la valeur psychosexuelle de leur rôle fondamentalement socio-créatif au niveau de la génération. L'homme, ce que je veux dire autrement dit, c'est qu'il y a beaucoup plus à la fonction planétaire, universelle de la femme que son rôle de femme sexuelle. Puis il y a beaucoup plus à la fonction créatrice planétaire universelle de l'homme que sa fonction sexuelle. Il y a un autre plan, il y a une autre dimension. Et ce plan-là, cette dimension-là, se situe sur le plan mental, ça se situe sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire que ça se situe sur le plan où les deux êtres, en tant que opposés, en tant qu'entités psychosexuellement opposées, deviennent psychiquement universels. Et à ce niveau-là, le couple cesse d'être involutif, devient évolutif, et la fonction psychosexuelle des deux devient simplement secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle perd sa fonction, ça ne veut pas dire qu'elle perd son importance, ça ne veut pas dire qu'elle perd de sa validité, mais elle devient secondaire. C'est-à-dire que l'homme, au lieu d'être simplement l'homme animal ou la femme animale, devient l'homme-esprit et la femme-esprit. Et je vous laisse la parole dans une seconde. Et à ce moment-là, quand les êtres se rencontrent, que les êtres forment des couples, au lieu de fonder des couples sur une fondation qui est érigée sur l'insécurité mutuelle de la femme et de l'homme par rapport à une caractéristique psychosexuelle, dont l'amour est un aspect, les êtres fondent leur couple sur une relation mentale, créative, qui n'est plus atteignable, qui n'est plus affectée par la dimension psychosexuelle. Donc, au fur et à mesure, par exemple, quand un homme et une femme se rencontrent, c'est évident qu'il y a beaucoup d'astralité, puis il y a beaucoup de psychosexualité, puis c'est très important pour la validité de leur couple, c'est très important pour l'identité psychologique de l'ego, mâle ou femelle. Mais ça, c'est une caractéristique évolutive. Puis quand les barrières sont enlevées, comme nous vivons aujourd'hui à la fin du 20e siècle, quand l'Église n'est plus là pour nous dire non, que la société change, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette énergie psychosexuelle-là est tellement forte, elle est tellement astrale qu'elle brise, qu'elle fracture le couple. Et vous avez des hommes et des femmes qui essaient de se reconstruire dans notre couple. Puis c'est toujours la même ritournelle qui revient, puis qui revient, puis qui revient, de sorte que l'homme et la femme aujourd'hui ne sont plus heureux. Puis les hommes et les femmes aujourd'hui ont peur de se créer ou de s'allier en couple parce qu'ils savent plus où c'est que ça va mener. Et pour que l'homme en arrive à pouvoir contrôler où ce que ça mène, puis la femme puisse en arriver à contrôler où ce que ça mène, il va falloir que l'être humain, un jour, se situe sur le plan mental, créatif, intelligent de sa conscience mentale par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. Pendant l'évolution, l'homme et la femme étaient insérés dans un ordre fictif. Aujourd'hui, l'ordre est en train de se dissoudre pour des raisons d'évolution psychologique de la masse, surtout dans le monde occidental. Mais il n'y a rien pour le remplacer, de sorte que l'homme et la femme aujourd'hui vivent une très grande solitude. Il y a des femmes qui se cherchent des hommes, puis ils n'en trouvent pas. Puis il y a des hommes qui se cherchent des femmes, qui s'en trouvent pas. Ils en trouvent pour un soir. Mais tu peux pas créer, ils peuvent pas se créer une alliance, créer une fondation qui va durer pendant des années de temps et qui savent que ça va durer pendant des années de temps. Et pour que ça se produise, il va falloir que l'être humain, l'homme et femme, sur la Terre, remplace des anciennes structures qui étaient fictives par un mouvement
créatif, basé non pas sur la personnalité, mais sur la personne, qui deviendra de plus en plus sous leur contrôle au fur et à mesure où l'un apprendra à respecter l'intelligence de l'autre et que l'un apprendra à réaliser que l'autre a un aspect ou a des reflets ou manifeste des reflets dans son intelligence qui valent la peine d'être regardés. Et c'est ça qui va permettre à l'homme nouveau de se recréer un couple sans l'assentiment d'une société, sans le consentement d'une société, ou sans les barrières ou les conditions ou les garde-fous qu'une société pendant l'évolution avait établies pour empêcher la débandade des couples. Parce que dans l'évolution future, la société humaine n'aura pas le pouvoir de gestion de l'expérience du couple comme elle l'a eu pendant l'évolution. Et aujourd'hui, on le sait, on le vit, c'est la dégringolade complète dans le monde occidental, puis ça fait simplement que commencer, puis il va venir un temps où l'homme va devoir prendre sous son contrôle personnel à lui l'évolution de son couple. Puis quand je parle de l'homme génériquement, donc je veux dire la femme aussi. Mais la condition va être que un va devoir respecter l'intelligence de l'autre intégralement. Et quand je dis intégralement, parce que intégralement veut dire sans condition. Puis ça demande pour l'homme une très grande... ça demande pour l'homme un volte-face par rapport à la femme. Puis ça demande pour la femme pas un volte-face, mais une entrée en elle-même qu'elle n'a jamais osé pendant l'évolution actualisée. La femme, elle va devoir entrer en elle-même, prendre mesure d'elle-même, faire ressortir de toute son ambiguïté en tant que personnalité cette force créative qui fait partie de sa personne. Puis ensuite, mais là, il pourra y avoir un échange harmonieux entre les deux. Et à ce moment-là, on verra des couples se former sans l'appui extérieur, mais avec une fondation extrêmement solide qui sera basée sur le rapport de deux esprits. Quand deux individus ont un rapport d'esprit, est-ce qu'ils substituent les rapports psychosexuels que vous avez parlé? Dans la mesure où les êtres ne se laissent pas trop spiritualisés, ils vivront leur rapport psychosexuel de façon normale. Si les êtres se laissent trop spiritualiser, ça va affecter leur corps astral et ça va affecter automatiquement leur rapport psychosexuel parce que la conscience spirituelle, c'est une conscience qui a tendance à sortir l'homme du monde. Et l'homme doit revenir dans le monde. L'homme doit se construire ou faire grandir des racines profondes pour intégrer toute son énergie. Puis avec l'évolution de la conscience, avec l'évolution des corps, avec l'évolution subtile de toutes les énergies de l'homme, cette énergie psychosexuelle-là sera réordonnée. Mais dans la mesure où l'homme ne spiritualisera pas cette énergie, parce qu'une fois que l'homme spiritualise son énergie et qu'il devient trop conscient de la conscience, c'est inévitable que cette énergie-là soit reléguée à un deuxième plan. L'homme est un être à 7 étages, l'homme est un être complet. L'homme doit vivre complètement sa vitalité. Mais dans le mouvement ou dans l'évolution ou dans le réajustement de ses corps ou dans le développement d'une très très forte consonance vibratoire, c'est très possible que l'homme perde, que l'être humain perde cette sensibilité astrale qu'il avait auparavant. Parce que dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, la fondation de l'homme nouveau se situera sur le plan mental. Ça ne se situera pas sur le plan émotionnel. Et c'est pour transmuter cette énergie-là que certains hommes ou que certaines femmes perdront cet accès facile à la psychosexualité qui a été pendant l'évolution chez eux, dans les deux cas, une marque plus ou moins certaine de leur identité psychologique. Puis dans la mesure où l'homme va passer du plan psychologique au plan vibratoire, c'est-à-dire à la personne,
ce besoin d'identité au niveau psychosexuel deviendra de moins en moins important. Et il y a des êtres qui feront l'erreur de spiritualiser leurs énergies, de trop donner de valeur à la conscience et automatiquement, ils seront affectés dans cette psychosexualité-là. Est-ce que c'est dans cette mesure-là qu'on pourrait dire qu'on vit une forme, dans cette initiation-là, on vit une forme de possession de l'esprit? Bon. Toute énergie invisible qui est rendue consciente, qu'elle vienne du plan astral ou qu'elle vienne du plan mental, toute énergie invisible qui se manifeste et qui est rendue consciente chez l'être. Autrement dit, qui rend l'être conscient qu'il y a des mondes parallèles, devient au début, dans sa manifestation, une énergie trop forte pour l'homme et elle devient automatiquement possessive. Qu'elle soit astrale ou qu'elle soit mentale, qu'elle soit des plans spirituels ou qu'elle soit des mondes ou des plans de la lumière. Avec l'évolution de la conscience supramentale et avec toute la science qu'on a aujourd'hui, l'homme va réaliser que le contact avec cette énergie-là, qui est dans le fond un contact de fusion à un niveau ou à un autre, doit éventuellement être intégré, c'est-à-dire que l'homme en arrivera éventuellement à ne plus personnaliser spirituellement ou psychologiquement ou occultement sa relation avec cette énergie-là, parce que dans le fond, cette énergie-là, elle fait partie de lui. C'est simplement qu'aujourd'hui, elle est révélée à lui dans toute son essence, alors qu'avant, pendant l'évolution, elle était perçue par lui à travers des formes spirituelles ou des formes occultes. Maintenant, elle devient de plus en plus révélée à lui, elle peut même devenir télépathique avec lui, elle peut devenir communicative avec lui, puis dépendant de l'homme, dépendant de l'expérience, elle peut même être totalement révélée dans une forme à lui. Mais l'homme a besoin, au cours de cette expérience évolutive qui est nouvelle pour lui, il doit connaître les lois de son rapprochement avec cette lumière-là, que ce soit une lumière astrale qui un jour disparaîtra, ou une lumière mentale qui deviendra permanente. Il y a des lois, il y a une science qu'on est en train aujourd'hui de comprendre, et l'homme devra apprendre les lois exactes de cette science-là pour en arriver à traiter avec ce nouveau phénomène humain-là, et pour ne pas se laisser englober par cette énergie-là, et ne pas perdre son identité humaine. L'homme ne doit pas perdre son identité d'homme sur la Terre par rapport à des forces qui viennent d'autres plans. Parce que le contact entre ces forces-là et l'homme, c'est un contact naturel, d'ailleurs qui a toujours existé, mais qui a été extrêmement astralisé pendant l'évolution. Maintenant que ce plan-là va être rendu, cette énergie-là va être rendue au plan mental et qu'elle va devenir pour l'homme une très grande source de créativité, de compréhension de la vie, de la science, des mystères, n'importe quoi, il va falloir que l'homme s'habitue à traiter avec cette énergie-là d'une façon totalement impersonnelle, c'est-à-dire sans émotion. Si l'homme a la moindre vie, la moindre émotion spirituelle par rapport à cette énergie-là, l'homme va être possédé par elle et l'homme va vivre une initiation qui va être très longue et un jour, il va être amené à l'intégrer, c'est-à-dire qu'il va être amené à exploser de rage par rapport à la force de pénétration de cette énergie-là, qui est une lumière cosmique, qui est dans le fond un feu cosmique, qui électrifie ses centres et qui met en vibration toute son être. Donc, c'est ce qui va amener l'homme à une très grande lucidité en passant par le discernement. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important pour l'être humain qui prendra conscience de cette nouvelle accès à un nouveau plan de sa conscience, ou de son intelligence, ou de sa créativité, de commencer très tôt à ne pas croire à aucun niveau toute forme de communication. Parce que dans le fond, l'homme est un être qui doit être intégral. L'homme est fait de plusieurs plans. Ces plans se révéleront à lui. Il deviendra connaissant, conscient de ces plans, pourra aller et voyager sur ces plans, revenir sur le plan matériel, passer à un autre plan. Mais dans ce processus extraordinaire d'exploration de son être ou du monde parallèle, l'homme doit savoir, par ceux ou à travers ceux qui en ont vécu l'expérience, doit savoir que la moindre affinité psycho-émotive avec ces plans va l'amener à vivre une initiation. Et si l'homme est en contact avec les forces du mental, ben, c'est évident qu'il va vivre une initiation jusqu'à temps qu'il comprenne l'illusion psychologique de son moi par rapport à les valeurs qu'il donne à ses intrusions dans
son monde spatio-temporel matériel. Parce que ces forces-là doivent amener l'homme éventuellement à contact avec d'autres univers parallèles, d'autres intelligences, d'autres mondes, d'autres entités, d'autres êtres qui sont capables de passer du monde matériel au monde matériel à leur niveau, ainsi de suite. Les univers sont interdépendants. Il y a des mondes qui sont aussi étranges à l'homme que le monde animal ou le monde des insectes peut l'être à l'homme. Mais ce sont des mondes complets qui ont leurs lois. Effectivement, il y a des lois cosmiques qui empêchent l'interprétation des mondes pour la protection de la race humaine et l'évolution de la race humaine. Il y a un cadran, là, il y a une chronologie. Mais il va venir un temps où l'homme va venir en contact avec d'autres plans et l'homme doit être prêt, l'homme doit être préparé et les forces ne peuvent pas le préparer. Dans ce sens que les forces ne peuvent pas servir l'homme tant que l'homme ne se servira pas d'elle. Et ça, c'est une très grande loi universelle. Les forces ne peuvent pas servir l'homme tant que l'homme n'apprendra pas à se servir d'elle. Et se servir des forces qui font partie des plans parallèles de la conscience humaine ou des mondes interdimensionnels qui constituent substantiellement l'être humain dans sa totalité. C'est perdre toute affection pour elle. Et ça va complètement à l'encontre de la programmation astrale évolutive de l'âme sur la Terre. Ça va complètement à l'encontre des lois de l'évolution, des lois de la gestion de l'homme. Ça va totalement à l'encontre des lois de l'ignorance. Ça va totalement à l'encontre des lois du développement humain. Pendant l'évolution, le développement humain a été pris en charge par les sociétés, par les civilisations, à travers des systèmes de pensée qu'on a appelés des philosophies, des idéologies ou des formes de religion. Dans l'évolution, il n'y aura pas de société capable de prendre en main l'évolution intégrale de l'homme conscient. Les sociétés vont prendre en main l'évolution relative de l'homme inconscient. C'est leur rôle, c'est leur fonction. Et les sociétés joueront ce rôle-là d'une façon relativement bien, selon leur niveau d'évolution. Les peuples occidentaux aujourd'hui jouent ce rôle-là d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus avancée, beaucoup plus relativement saine que dans le passé, ainsi de suite. Donc, on a plus accès dans nos sociétés aujourd'hui à une certaine relative liberté. Mais c'est pas fini. Parce qu'éventuellement, la relative liberté doit déboucher sur l'absolue liberté. Mais l'absolue liberté, c'est une conscience universelle. Ce n'est pas quelque chose que la société va donner à l'homme. La société ne donnera jamais à l'homme l'absolue liberté parce que la société n'est pas absolument libre. La société ne sera jamais absolument libre. Ça n'existe pas dans le cosmos une société absolument libre. Il y a des fraternités absolument libres. Il y a des corps d'intelligence absolument libres. Mais ces êtres-là ne forment pas des sociétés. Ils forment simplement des unités complètes d'intelligence qui se véhiculent à différents niveaux et qui ont le rôle, dans les univers parallèles, d'installer des vibrations pour l'évolution, justement, des sociétés qui sont relativement libres, mais qui ne peuvent pas être absolument libres. Donc, viendra un temps dans l'évolution cosmique de l'homme sur la Terre, où l'homme deviendra absolument libre parce que l'homme aura une conscience totalement créatrice, c'est-à-dire une conscience fondée sur son rapport avec des plans parallèles. Et dans ce cas-là, dans cette évolution, dans cette éventualité qui est déjà établie et présente sur la Terre, il y aura des hommes qui travailleront, qui œuvreront et qui viendront en contact avec des expériences que la société humaine ne connaîtra pas. Ça ne fera pas partie de son expérience, puis ça sera nécessaire que ça ne fasse pas partie de son expérience. Mais l'homme en tant qu'individu, finalement ramené au berceau de sa conscience, donc au berceau de sa science, forcera l'être humain en tant que personne, non en tant que personnalité. Parce que personnalité implique toujours rapport relatif entre les valeurs psychosociales de la formation de l'ego. Mais l'homme, la personne intégrale, qui véhiculera des énergies créatrices qui deviendront probablement pour l'humanité des valeurs à court ou à long terme, mais qui seront pour lui simplement une manifestation créative de son double, c'est-à-dire de son ajusteur de pensée, c'est-à-dire de son double, sur le plan mental, faisant de l'homme un être qui ne sera plus régi par les lois de la conscience planétaire, qui fera de l'homme un être régi par les lois d'une conscience cosmique et qui lui donnera éventuellement accès à d'autres niveaux de conscience. Quand l'homme a accès à d'autres niveaux de conscience, il ne peut plus vivre sur la Terre comme il vivait avant. Mais il est capable de respecter sur la Terre les ordres qui conviennent à l'évolution.
Pour ça, il faut que l'homme soit très conscient de l'importance de ne jamais mettre de sérieux ou de croyance dans ce qu'il sait. Parce qu'à ce moment-là, l'homme fanatisera son énergie, et c'est ce qui se produit dans le monde. Je prenais l'exemple du terroriste qui fanatise son énergie au nom de la guerre sainte, ou de l'être spirituel, là, bonhomme qui fanatise son énergie au niveau d'une religion, ou occulte de la spiritualité astrale. Cette croyance farouche, absolument aveuglante et aveuglée à une source d'inspiration, ça devient très dangereux. Et on entre présentement dans une phase, et on vivra ça au 20e, 21e siècle, à ce déracinement de l'homme pour son enracinement dans une conscience astrale, pas un plan mental, dans une conscience astrale qui deviendra une forme de possession. Et on verra les psychologues forcés d'admettre qu'effectivement, des êtres du bon monde, très naïfs, très ignorants, mais bon monde, seront englobés de cette force, puis enrichis de cette force, qui sera totalement illusoire. Et il y a beaucoup de personnes qui se feront prendre là-dedans. Et probablement qu'au 21e siècle, il y aura un besoin chez l'humanité, surtout commençant aux États-Unis, parce que tout commence aux États-Unis. Je vous expliquerai ça un jour, pourquoi tout commence aux États-Unis. Mais ça commence aux États, ça s'en vient au Canada, ça s'en va en Europe, ça se promène. Puis un jour, on verra, dans quelques années, qu'il y a des gens qui seront tellement fanatisés dans leurs croyances que ça prendra des gens très, très solides pour ne pas être embarqués là-dedans. Et les gouvernements seront obligés de regarder ça, puis les gouvernements seront obligés de faire attention à ça, puis les gouvernements seront obligés de protéger les individus de ça, parce que c'est le rôle des gouvernements d'imposer un certain ordre, certaines lois, pour empêcher le dérapage de ça. Parce que ce qui va se produire, c'est que l'astral est très intelligent. Et les êtres qui vont être astralisés dans ce fanatisme-là vont souvent invoquer la religion pour passer cette vibration-là. Puis dans nos institutions occidentaux, il y a un grand respect de la religion. On a un grand respect de la religion, contrairement à ce que ça fut le cas dans les pays socialistes. Donc, il y a un grand respect de la religion, puis les gouvernements ont de la difficulté à dealer avec ce qui est religion puis ce qui est pas religion. Donc, quand un type arrive puis il dit « Ah, mais ça, c'est ma religion, c'est une religion, cette affaire-là, puis vous avez pas d'affaire à vous mettre le nez dans ma religion ou dans notre religion », ça va être très difficile sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan de la jurisprudence, pour les gouvernements, de traiter avec ça. Et éventuellement, il va falloir que ce soit les individus seuls, dans leur conscience personnelle, qui traitent avec ça. Jusqu'à un certain point, les gouvernements sont capables de faire ingérence, sont capables d'étudier, sont capables de pénétrer ces mouvements-là. Il y a des mouvements qui sont en soi purement spirituel, même si c'est très fanatique, mais il n'y a pas de mal à la masse. Il peut y avoir un mal à l'âme, mais il n'y a pas de mal à la masse. Il n'y a pas de mal au corps. Il n'y a pas de mal réellement évident. Il y a d'autres cas où il y a un mal évident. Il y a de la séquestration, il y a de l'enlèvement. Quand tu commences à enlever les individus, puis les mettre dans des maisons, les embarricader, là, les gouvernements le savent, les gouvernements sont capables d'agir, là. Mais quand c'est simplement des religions, des religions qui se répandent, puis qu'il n'y a pas de preuve on force pas des individus. Ça passe simplement sur d'autres plans plus subtils. C'est pas le rôle, ça sera pas le rôle des gouvernements de voir là-dedans. Donc, l'individu il va être obligé de faire bien attention et de regarder. Là, ça se situe au niveau des religions, mais si jamais ça se situe au niveau occulte, ça va être encore pire. Parce que l'astral occulte est encore plus intelligent que l'astral des religions. Fait que ça va loin. Donc, il va falloir un jour que l'homme prenne très, très conscience de l'importance de ne pas croire. Puis je vous dis, ça va très loin, ça va tellement loin pas croire que je peux vous assurer qu'il y a des êtres dans le monde, pas sur le plan matériel, sur d'autres plans, qui sont capables de se matérialiser à l'homme, de parler à l'homme, d'entrer en communication avec l'homme. Comment voulez-vous que le petit homme ne croit pas des êtres qui viennent d'ailleurs? Comment voulez-vous? Il n'est pas équipé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas équipé? Parce qu'il n'a pas été mis en situation
de souffrance profonde que les initiés ont connu dans leur rapport avec l'invisible, pour en arriver à réellement haïr tout ce qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. Quand je dis haïr dans le sens prépersonnel. C'est pas qu'un initié haït sa source, mais c'est qu'un initié haït la domination à quelque niveau que puisse se situer son rapport avec sa source, pour qu'éventuellement, quand le rapport avec la source est réellement intégré, c'est une relation one-on-one, il n'y a plus de domination, et à ce moment-là, l'initié, l'homme, autrement dit conscient et libre, de travailler et d'utiliser cette force-là pour l'évolution de l'humanité et non pas pour la perpétuation de la domination de l'occulte sur l'homme. Et essentiellement, dans le monde d'aujourd'hui, cette instruction qui est donnée, elle est unique, dans le sens qu'elle ne peut pas être répétée, elle ne peut pas être comparée, elle ne peut pas être réutilisée, elle se situe uniquement dans un point géographique de la planète, puis elle doit se répandre à partir de ce point géographique de la planète-là, pour que, éventuellement, l'homme en arrive à réellement comprendre qu'on est arrivé à un point à la fin du 20e siècle, ou au 21e siècle, où de grandes choses vont prendre place dans l'expérience personnelle de l'homme, et l'homme va devoir être équipé psychologiquement et psychiquement par rapport à ça. Et si l'homme ne réalise pas son importance en tant qu'individu, si l'homme ne met pas grande valeur sur sa personne, tout en respectant la personne des autres, l'homme éventuellement va se faire jouer des tours énormes, parce que l'humanité, même si elle est inconsciente, puis planétaire, puis expérimentale, l'humanité entre dans l'âge du Verseau. L'humanité entre dans un âge où ce qui a empêché pendant l'évolution l'homme de comprendre, demain viendra à sa porte. Et il y a des êtres qui seront totalement bouleversés par ce qui viendra à sa porte. Il y a un temps, il y a des lois, il y a un timing, mais ce timing-là, il est déjà en mouvement. Et l'homme doit être aujourd'hui très avisé de l'importance que ce qui est de plus important dans la vie, c'est lui-même. Ce ne sont pas les forces spirituelles qui peuvent l'astraliser, le dominer ou le rendre fanatique. Ce ne sont pas les forces occultes de la lumière du plan mental qui sont très puissantes et qui peuvent aussi le rendre vulnérable à sa réalité. L'homme doit réaliser que l'être le plus important, c'est lui, et que sa relation avec l'homme, c'est pour ça que je reviens toujours au couple, la famille, sans restreindre l'importance de l'amitié. Mais je reviens au couple, la famille. L'homme doit réaliser que la personne la plus proche de lui, sa femme, son mari, ses enfants, ses amis proches, ces êtres-là doivent être aimés au-dessus de toute relation occulte. Si l'homme ne comprend pas ça, vous ne pourrez pas aller aux Indes pour aller chercher cette instruction-là. Vous ne pourrez pas aller en Égypte chercher ça. Vous ne pourrez pas aller au Pérou chercher ça. Vous ne pourrez pas aller nulle part dans le monde chercher ça, parce que ça n'existe pas dans le monde. Cette information-là, elle est située au Québec, elle va demeurer au Québec, elle va résider au Québec, elle va se propager, elle va se diffuser dans le monde. Mais elle se situe au Québec, et vous avez la chance de prendre conscience de l'importance de vos relations entre les hommes. Vous avez la chance de prendre conscience à travers un initié qui a une conscience occulte. Je suis pas un homme qui n'a pas une conscience occulte. Je suis pas un homme qui est contre l'occulte. Je suis un homme qui a une conscience occulte. Je le connais, l'occulte. Je le vis, l'occulte. Je suis imprégné de l'occulte. Par contre, je sais, et je vous le dis, qu'il n'y a aucun centre initiatique sur la planète Terre aujourd'hui qui peut vous éveiller à la réalité de votre importance en tant qu'individu et de vous réveiller à l'importance de votre relation avec les hommes au-delà de votre relation avec les forces spirituelles à quelque niveau ou les forces occultes à quelque niveau. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est inutile d'aller plus loin dans votre évolution, parce qu'un jour, vous allez vous faire piéger. Un jour, vous allez fanatiser votre énergie. Un jour, vous allez vous prendre au sérieux. Un jour, vous allez
vous allez mettre votre femme ou votre mari en dessous de votre rapport avec les forces. Vous allez aimer les forces plus que vos enfants, votre mari ou votre femme. Et là, ça va être votre première erreur. Et vous pourrez, si vous faites ça, vous pourrez jamais reprendre le contrôle parce que vous n'aurez pas utilisé l'amour de l'homme par rapport à l'homme contre les forces. Et probablement un des aspects les plus occultes de l'initiation solaire, c'est la réalisation de ça, parce que ça sous-tend tout le mensonge cosmique qui était rendu public en 84. Si l'homme ne comprend pas que sa relation avec les hommes est plus importante, l'amour qu'un être humain peut avoir pour un autre, c'est plus important que l'amour qu'un être humain peut avoir pour les forces, il est fait. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, l'amour, ce n'est pas un principe qui doit être utilisé dans une relation entre l'homme et l'invisible. L'amour, ça sera compris un jour, c'est une relation qui doit être utilisée entre l'homme et l'homme. Et la journée où l'homme utilisera l'amour entre lui-même et l'invisible, et quand je parle de l'invisible, je parle de n'importe quel plan. Je parle de tous les plans spirituels, puis je parle des plans occultes du mental. Y compris la créativité. Je parle de toute relation entre l'homme et l'invisible, à quelque niveau que ce soit, si l'homme utilise l'amour dans cette relation, l'homme perdra conscience. C'est-à-dire qu'il perdra l'autonomie de sa conscience, il perdra son intelligence, sa lucidité. L'homme ne pourra jamais être intelligent. Il ne pourra jamais être totalement créé. Il n'y aura jamais de conscience supplémentaire. Il y aura simplement une conscience mentale qui sera dominée par les forces astrales qui dominent la conscience de la race. Donc, la pierre fondamentale, le cornerstone de l'évolution future de l'humanité, c'est cette réalisation-là, que l'homme doit aimer l'homme. C'est pour ça que dans la relation entre un homme et une femme et un homme, dans la relation entre l'homme et ses amis, l'homme doit apprendre à bénéficier de l'intelligence de l'autre pour se protéger de l'invisible. Deux hommes qui s'aiment, c'est plus fort que l'invisible. Un homme qui aime l'invisible, c'est plus faible que quoi que ce soit. Même si quand je dis que c'est plus faible, là, je veux dire qu'il va le fanatiser, mais un jour, l'invisible va le briser. N'oubliez pas que les fondations du monde, les fondations de l'évolution, les fondations de l'intelligence, le rôle de l'intelligence, le rôle de l'évolution, le rôle de l'homme sur la Terre. Tu sais, les hommes se demandent pourquoi est-ce qu'on est ici, d'où qu'on s'en va, d'où qu'on vient, tout ça, le mystère de l'homme. Ces choses-là doivent être expliquées, connues de l'homme. C'est su, ça. C'est su par les initiés, puis un jour, il faut que ça soit donné à l'homme. Mais il faut que l'homme en arrive éventuellement à reconnaître l'importance de sa maîtrise de l'invisible. Et la maîtrise de l'invisible, c'est la maîtrise de sa spiritualité ou de l'effet de sa spiritualité sur ses émotions. Et cette science-là elle est au Québec pour le moment, puis elle se diffuse dans le monde, mais sa source est au Québec. Et une raison pour laquelle cette source-là, cette science-là se situe au Québec, c'est parce que dans le langage du Québécois, il y a déjà une violence cachée. Le Québécois, c'est un être, vous le savez, vous sacrez. Vous avez la capacité de sacrer. Les peuples, ça sacre pas. Les peuples ont des formes un peu plus veloutées de rébellion. Le peuple québécois, sa marque traditionnelle, c'est son sacre. Et son sacre cache une certaine haine de l'invisible, même s'il ne comprend pas comme ça. Quand tu sacres, c'est une rébellion contre l'invisible. Après ça, tu vas à confesse, puis tu effaces ça. Mais dans la conscience psychologique, psychique du sacre, il y a une haine contre l'invisible. Et c'est une des raisons pourquoi l'instruction, cette science de l'homme nouveau, se fixe au Québec. Parce que le Québécois a déjà été abusé par l'invisible. Puis dans son abus de l'invisible, il a manifesté à travers son sac l'importance de reprendre contrôle. Mais effectivement, il n'est pas capable de reprendre contrôle parce qu'il n'y a pas réellement toute la science de l'invisible. Il n'y a pas la science de son être. Mais il est déjà en stature. Il est déjà
les Français, quand les Français viennent ici aux conférences à Montréal ou que les médiums viennent rencontrer des gens qui sont déjà en évolution à Montréal puis qui retournent à Paris, ils n'en reviennent pas quand ils retournent en France. Ils viennent à Montréal pour 2 semaines, puis ils vivent une initiation pour 2 semaines. Ils arrivent, ils retournent à Paris, puis sont totalement... Pour eux autres, les Parisiens sont des milles en arrière des Québécois. Les questions qu'ils leur demandent sont totalement ridicules comparées avec les questions que des Québécois qui sont mis en vibration peuvent leur demander. Donc, c'est extraordinaire. Les gens ne sont pas conscients de ça. Les gens ne sont pas conscients jusqu'à quel point le Québécois qui a été mis en vibration, en évolution de conscience, est avancé sur tous les peuples de la Terre. Et un jour, ça sera connu, ça sera su. Et ça va se savoir au fur et à mesure que le Québécois va venir en contact avec ces êtres-là. Donc, le Québécois a déjà, dans sa personnalité, sa petite personnalité, dans son petit homme, a déjà une grande avance. Non pas parce qu'il est plus conscient encore, mais parce que psychiquement, astralement, planétairement, il est situé par rapport à des formes de langage qui l'engagent à la rébellion. Puis ça va jusque dans la politique. Tu sais, le mouvement d'indépendantisme du Québec, tout ça, toute cette rébellion, tout contre la domination, ça fait partie du panache québécois. On espère que le Québécois va en arriver à son identité dans un mode d'évolution intelligent, harmonisé, créatif, structuré, évidemment. Mais demeure le fait que l'être québécois, le Québécois, c'est un homme qui, un jour, va en avoir ras-le-bol de s'être fait chier dessus. Puis quand je parle faire chier dessus, j'emploie des termes grossiers, je fais exprès, parce que ça fait partie de notre vocabulaire, mais c'est très clair et très net. On le comprend tout, on sait tout ce que ça veut dire. L'homme s'est fait chier dessus. Et le Québécois représente, dans un certain sens, le petit homme qui s'éveille à sa grandeur naturelle. Mais il s'éveille par une parole, par un vocabulaire, par une expression linguistique qui lui est très particulière, que les Français, que les Européens aiment quand ils viennent ici. Parce que there's no bullshit quand tu dis mon tabarnak. C'est clair et net. Tandis qu'en France, quand on dit « Ah ben merde, tu sais pas que c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, ça sent-tu bon, ça sent-tu pas bon », nous autres, quand on dit « calice »,« hostie », c'est clair. C'est clair et net. « Don't fuck with me ». Fait que quand le Québécois va commencer à comprendre la valeur créative de son mental en rébellion par rapport aux forces occultes, ôtez-vous de là, il va être très, très intelligent. Par contre, je vous dis en attendant, faites attention à pas spiritualiser, pas vous spiritualiser. Faites attention, parce que la spiritualité, c'est le premier effort que vont faire les forces astrales pour manipuler puis colorer cette grande puissante vibration qui part de l'homme, du plan mental de l'homme et qui descend vers le go. Fait que si vous êtes trop spirituel, puis trop bonbon, puis trop ci, puis trop ça, ça va vous accrocher, puis un jour, vous allez réaliser que vous avez fait des erreurs, puis vous allez avoir semé la pagaille parmi les hommes. L'importance de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, elle est fondée sur le principe que l'homme nouveau, c'est un être individualisé. La conscience, c'est pour soi-même, c'est pas pour les autres, c'est pour soi. Dans le processus créatif de cette conscience, dans la mesure où l'homme apprendra à la parler, à la gérer, cette énergie, d'autres personnes prendront conscience, réaliseront des choses, c'est intéressant. Mais avant de rendre les gens conscients, puis de commencer à vouloir changer le monde, commencez à vous changer vous-même, puis vous allez voir que c'est du stock. Puis vous avez aujourd'hui des moyens précis. C'est une science précise, la conscience. Vous avez des moyens qui sont précis, utilisez-les, puis passez pas à côté, parce que c'est bien intelligent, l'initié. C'est bien intelligent. Pas dans le sens que vous voyez, ou dans le sens que vous comprenez, ou dans le sens que vous percevez, mais c'est très intelligent dans le sens que ça comprend les lois vibratoires de l'énergie. Et c'est ça qui fait que les initiés sont des êtres
qui, une fois qu'ils mettent en vibration un processus, ça dure des générations, ça dure des siècles, c'est la fondation des nouvelles évolutions. Donc, l'homme qui vient en contact avec une nouvelle vibration, une nouvelle science, une nouvelle conscience, ainsi de suite, doit s'occuper de l'apprendre, cette science-là, d'une façon le moins colorée possible. Donc, colorez pas cette nouvelle science avec vos émotions, puis votre spiritualité, parce que vous allez vous faire astraliser. Déjà, vous êtes l'homme qui s'avance dans cette direction-là est sensible à ça. Puis une fois que tu es sensible à ça, l'astral est très, très... Il y a des êtres, vous les voyez pas, vous autres, dans la salle, là, mais il y a des êtres dans l'astral qui sont tout autour. Ils écoutent ce qui se passe. Puis ils sont contents d'écouter ça. Puis il y en a qui sont pas contents. Fait que l'invisible est très, très près de la matière. Puis un jour, l'homme va réaliser ça. Puis quand tu commences à voir dans l'invisible, tu commences à parler avec l'invisible, il faut que tu t'assures que l'invisible ne te domine pas, que l'invisible ne contrôle pas ton intelligence, que l'invisible, sa seule fonction, et ça c'est sur le plan mental, c'est de te fournir de l'énergie. Ça a toujours été le cas, mais ça a toujours été astralisé. La fonction de l'ajusteur de pensée, appelez ça comme vous voulez. L'ajusteur de pensée, le double, le self, le higher self, le cosmic self, c'est tout des mots, oui. Mais la fonction de la source, du principe cosmique de l'homme, c'est de l'alimenter en énergie. C'est la seule fonction. C'est pas de l'instruire en termes d'intelligence. De l'énergie, c'est de l'intelligence. Mais de l'intelligence, c'est de l'énergie qui est bien intégrée. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que c'est être intelligent sur une planète, c'est être capable d'intégrer cette énergie-là pour pas qu'elle soit astralisée. C'est ça, de l'intelligence créatrice. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. L'intellect, c'est un aspect purement formel, mécanique, institutionnalisé, mémoriel de cette énergie-là. Ça a sa fonction pour stabiliser la matière, pour établir des relations entre le monde de la matière et l'homme, pour qu'on ait des vies plus agréables, du linge, des verres, ainsi de suite, des automobiles. Mais l'intelligence en soi, c'est une énergie, et l'homme réalisera un jour que ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Fait qu'il n'y a pas de limite à être intelligent. Fait que si l'homme prend conscience, devient sensible à cette énergie-là, puis il commence à se penser intelligent, là, il devient dangereux. Bon, disons, vous avez dit la personne la plus importante sur la planète, c'est soi-même. L'individu, souvent, lorsqu'il est dans un processus initiatique, se voit défaire systématiquement toutes les valeurs auxquelles il s'est accroché. Il en vient souvent se demander qui il est. En ce sens que sa source, là vous le dites, sa source c'est pas une garantie. Les valeurs sociales dans lesquelles il fonctionne, c'est pas une garantie. Et puis même sa psychosexualité. Sa source c'est une garantie, mais la croyance à sa source c'est pas une garantie. Il va falloir que vous puissiez voir la différence un jour. Vous l'avez toujours eu, votre source. Ouais. C'est pas parce que vous rencontrez Bernard de Montréal que vous avez accès à votre source. L'homme a toujours eu une source. Pas de source, tu penses pas. T'es un animal. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme n'a pas contact mental au niveau de la pensée avec la source. C'est ça la différence. Mm-hmm. Par contre, la source, dans l'évolution future de l'homme, la source doit être intégrée. C'est-à-dire que elle doit être utilisée en tant que... Elle doit être utilisée vibratoirement, cette source-là. Elle ne doit pas être simplement... Elle ne doit pas être colorée par les paramètres psychologiques de l'ego, qui sont les formes pensées qui font son affaire. OK? Fait que peut-être que ça fait ton affaire d'entendre dans ta tête que t'es Jean-Baptiste réincarné. Peut-être que ça fait ton affaire d'entendre dans ta tête que t'es ta Jeanne d'Arc. Mais ça fait pas ton affaire dans ta tête d'entendre que t'étais un petit nègre en Afrique du Sud. Comment tu veux dire? Autrement dit, quand vous allez voir des médiums ou des gens où vous entendez des affaires dans votre tête, vous avez toujours été des Napoléons, des Césars, puis des Christ de grands gars. Vous avez jamais été des petits trucs de cul. Vous avez jamais été des pauvres. Vous avez été jamais des lépreux. Vous avez été jamais des concubines. Vous avez toujours été des princesses. Fait qu'un jour, vous allez comprendre ça. Qu'on a tous été des petits culs dans le passé, puis il y en a qui ont été des plus petits culs que d'autres, puis il y en a qui ont été des grands culs, puis il y en a qui ont été des êtres plus grands, ainsi de suite. Mais tu peux pas te permettre de croire. Mm-hmm. Vous allez le comprendre un jour que vous ne pouvez pas vous permettre de croire. Mm-hmm. Puis tant que vous ne le comprendrez pas, vous allez vivre de l'expérience. Parce que la croyance, c'est le mécanisme ultimement astral qui a été utilisé pendant l'évolution pour empêcher l'homme d'être intelligent.
Puis, vous n'avez pas besoin d'être bien intelligent pour comprendre ça. Tout ce qui se pense, c'est pas croyable. Tout ce qui se parle. Moi, je me contiens quand je vous parle, parce que je ne veux pas vous crier à le micro puis vous mettre de travers. Mais vous me parlez de croyances, puis laissez-moi vous dire, si vous saviez ce que je vibre, c'est écœurant. Est-ce que les gens... Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Oubliez les religions, puis regardez avec le socialisme en Russie. Regardez 70 ans de croyances dans une idéologie, ce que ça a fait. Regardez les Américains qui ont cru au American Dream. Puis ça, c'est matériel, là, c'est terre à terre, là, ça, c'est des tracteurs. Là, t'sais. Fait qu'imagine-toi quand tu commences à tomber dans la croyance, là, des croyances spirituelles. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas pire, c'est spirituel. Imagine-toi quand tu commences à tomber dans les croyances de l'occulte. Comprenez-les, l'affaire une fois pour toutes. Est-ce qu'il y a une différence entre croire et s'identifier? S'identifier à quoi? Non, mais je pose la question, là. Est-ce qu'il y a une différence entre croire et Quand tu crois, tu t'identifies à quelque chose. Quand tu crois pas, je parle, tu sais, je vous l'ai toujours dit, c'est difficile pour l'homme de comprendre ce que ça veut dire pas croire. C'est pas une attitude, pas croire. Non, c'est une grosse C'est une impossibilité. T'es pas capable. Une grosse différence. Quand tu peux pas croire ou quand l'homme en arrivera, quand c'est installé ce mécanisme-là, en tout cas, que tu peux pas croire, à ce moment-là, tu t'identifies à rien. Tu veux t'identifier à quoi? Demande-moi la question. Je m'identifie à quoi, moi? Je m'identifie à rien. Je parle, j'aime ça, puis c'est le fun. Je m'identifie à quoi? Tu vas dire, bon, ben, tu t'identifies à ton double, qui mange de la marde, mon double. Mon double, c'est ma source. Mon double, c'est le courant électrique. Sa crise de job, c'est de passer de l'énergie dans le fil. Puis ma job à moi, c'est de pas fondre, câlisse. Tu vois-tu la différence entre les deux, là? Fait que, y a pas de croyance là-dedans. Ah oui. Fait que, demandez-moi pas de personnaliser ma relation avec mon double. Je l'aime-tu, mon double? C'est mon double. C'est ma source. C'est ma source de pensée. Qui mange la merde, il fuck with me, I'm gonna fuck with him, Chris. Tu veux dire, en voulant dire, comment est-ce que l'homme en arrive à réellement contrôler son énergie? C'est en dépersonnalisant sa relation psychique, spirituelle, psychologique avec l'invisible. Mm-hmm. C'est ça de la conscience supramentale. Donc, est-ce que vous diriez que tout ce qu'on pense, même de l'invisible, c'est une source de croyance? Tout ce que vous pensez de l'invisible, c'est une source d'identification avec des mondes parallèles qui vont vous faire chier si vous croyez. Oui. C'est pas l'invisible qui est le problème. Tu me demandes qu'est-ce que c'est les circuits universels, ça sert à quoi? Où est-ce que ça circule, la pensée dans le monde? Ça passe où, ça, la pensée? T'sais, ça passe où? C'est quoi de la pensée? Bon, OK, on en parle pendant des heures de temps. C'est quoi ça, l'île du paradis? Bon, on en parle pendant des heures de temps. T'sais, c'est quoi les trous noirs? Bon. Mais ça te met quoi dans ton steak, ça? Ça te fait quoi, ça? C'est ça, Christ, qui va te payer ton loyer en fin de semaine? C'est ça qui va prendre soin de tes enfants? La connaissance occulte, la connaissance occulte, ça doit être parlé, ça doit être jamais pensé. Quand tu t'en vas chez vous le soir, puis tu te couches, puis tu t'en vas sur le plan éthérique, puis tu rencontres du monde dans d'autres dimensions. Là, c'est un autre pain de manche. The rule of the game is différent. Là, c'est les échecs à 3 dimensions, c'est différent, c'est télépathique. Tu te promènes d'une planète à une planète, d'un monde à un monde, tu rencontres du monde, tu parles, OK. Mais c'est un autre monde. Mais quand tu reviens dans ton lit le matin, le petit a chié dans sa coche, il faut que tu le changes. Tu peux pas dire, je suis conscient, tu changes ça. Tu veux dire? Fait que ce que je veux dire, c'est que l'homme, faut que l'homme en arrive, surtout l'homme sensible, là, parce que l'homme, là, l'homme sensible, les êtres qui évoluent, là, les êtres qui veulent être conscients, tout ça, là. Faut que l'homme en arrive à comprendre que votre plus grande sécurité, c'est la matière. Votre plus grande sécurité, c'est la matière, c'est pas l'invisible. L'invisible est là, il a toujours été là. Là, demain, vous allez pouvoir communiquer avec, parler avec, le comprendre. Mais votre plus grande responsabilité, c'est la matière. Travailler, vous occuper de vos jobs, débarquer du BS, puis vous occuper de vos enfants, puis aller chez Tom, vous acheter des cravates, puis vous occuper de vos chars marche bien. C'est ça, votre plus grande responsabilité. Puis tant que vous comprendrez pas ça, puis vous penserez que c'est l'occulte votre responsabilité, vous allez être fait à l'as, vous allez être astralisé.
Il y en a du monde qui vient de me voir des fois en conférence, là, qui me disent, ah ben moi, je suis prête, là, je suis prête à travailler avec toi, là, je suis prête. Ils sont chanceux, ces gens-là, je suis fin. Je le crisserais un choc. Il aura tellement peur, il chie dans le culotte, puis il viendra jamais me revoir. Un jour, on va peut-être le faire. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.